Chers maîtres, chers collègues, je vous propose de voir ensemble comment caractériser une masse ovarienne. Pour ce faire, après une introduction et de brefs rappels, nous verrons les moyens d'exploration des masses annexielles, suivi de la sémiologie élémentaire de la classification OHATS, ensuite les différentes étapes de cette caractérisation avant de passer en revue quelques masses et conclure. Donc, les masses annexielles sont rencontrées couramment en pratique clinique et elles sont soit de découverte fortuite ou suite à une symptomatologie gynécologique ou encore lors de la survenue de complications. Les étiologies sont diverses et les modalités de prise en charge s'étendent du simple suivi à la chirurgie, au traitement palliatif, et afin de guider ces thérapeutiques, une bonne caractérisation demeure la clé. Donc, en rappel, les ovaires sont des organes pairs de siège intrapéritonéal situés latéralement dans le pelvis en arrière des ligaments larges, sous le pédicule iliaque externe, en avant des urétères pelviens. Et comme moyen d'attache, on distingue le mésovarium qui les relie aux ligaments larges, les ligaments utéro-ovariens à l'utérus, le mésosalpinx et les ligaments tubio-ovariens aux trompes, et enfin les ligaments lombo-ovariens à la paroi. Sa vascularisation est assurée par deux pédicules, l'artère ovarique qui vient de l'aorte, les artères utéro-ovariennes qui viennent de l'artère utérine. Sa structure histologique nous permet de distinguer 5 composantes. Nous avons l'épithélium de surface, le stroma et les cordons sexuels, les cellules germinales et aussi des résidus embryonnaires qui peuvent être retrouvés. De ces différents types histologiques se développeront les tumeurs ovariennes. Comme on peut le constater à travers la classification OMS 2014, il en existe une large gamme de types et de sous-types histologiques que nous résumerons en tumeurs épithéliales dominées par les tumeurs séreuses et mucineuses, les tumeurs des cordons sexuels et du stroma gonadique, les tumeurs germinales, mais aussi les métastases ovariennes qui peuvent être observées. Comme moyen d'exploration, nous distinguons des outils de caractérisation, ici dominé par le couple échographie-IRM. Le scanner, quant à lui, sert essentiellement au bilan d'extension et dans une moindre mesure à la caractérisation. Et enfin, dans le cadre du suivi, nous disposons de l'imagerie nucléaire, notamment lorsque nous avons des marqueurs tumoraux à la os sans signe de récidive locale. Donc, l'échographie couplée au Doppler, c'est l'examen de première intention et c'est l'outil de caractérisation idéal. Et il est réalisé en paroi suspubienne, paroi endovaginale, et l'étude d'une éventuelle portion tissulaire au Doppler est indispensable. Ses principales indications, ce sont les symptomatologies gynécologiques et la caractérisation d'une masse annexielle découverte de façon fortuite au scanner. L'IRM est l'examen de deuxième intention et elle est indiquée devant une masse annexielle d'origine indéterminée, une masse ovarienne kystique de plus de 8 cm à l'échographie afin de ne pas méconnaître une éventuelle portion tissulaire et une masse ovarienne avec une portion tissulaire difficile à caractériser à l'échographie. Donc, comme protocole, nous devons avoir des séquences morphologiques, à savoir des axiales, une 3D T2, aussi une T1 avec et sans FATSAT et une axiale T2 qui remonte jusqu'au îles Raynaud. Nous verrons plus tard son intérêt. Et comme séquence dynamique, nous avons toujours la diffusion à B1000 et une injection dynamique. Donc, passons à présent à la sémiologie des masses annexielles. L'ovaire normal a une morphologie variable en fonction de l'âge, c'est-à-dire en période prépubertaire, en activité génitale ou encore pendant la ménopause. À l'échographie, il apparaît comme une formation ovalaire à limite nette avec un parenchyme isoéchogène renfermant des follicules. Et ces follicules se feront de plus en plus rares lorsqu'on se situe vers la ménopause. À l'IRM, la séquence pondéreuse T2 est la plus adaptée et les follicules apparaissent en hypersignal T2 et le cortex ainsi que la médullaire en signal intermédiaire, voire en léger hyposignal. Le follicule ovarien, quant à lui, se développe pendant la phase folliculaire pour donner un follicule dominant ou follicule de Graaff qui doit avoir une taille toujours inférieure à 3 cm. Ce follicule, après ovulation, se transforme en corps jaune qui
correspond à une formation à parois épaissie avec une couronne vasculaire périphérique au Doppler. Chez la femme en activité génitale, on parle de kyste lorsque la taille de la lésion est supérieure à 3 cm. On distingue les kystes simples qui ne présentent ni cloison, ni portion tissulaire, ni portion solide. Et ces kystes peuvent être purs lorsqu'ils sont liquidiens purs et impurs lorsqu'on retrouve des échos mobiles. En marge des kystes simples, on retrouve des kystes multiloculés qui présentent des cloisons régulières sans portion tissulaire, avec des kystes complexes qui, quant à eux, présentent une portion tissulaire. Mais qu'entendons-nous en fait par portion tissulaire? Par définition, il s'agit de portions présentant une vascularisation et cela désigne les cloisons et les parois irrégulières, les végétations qui sont le propre des tumeurs épithéliales, mais aussi les nodules muraux et les masses majoritairement solides. Ce qui ne doit pas être pris pour une portion tissulaire, ce sont les portions solides non rehaussées, la paroi des kystes, les cloisons régulières et le nodule de Rokitansky qui, quant à eux, peuvent être rehaussés. Et sur cet exemple, nous distinguons deux masses ovariennes avec une composante en hypersignal T2 et T1, FATSA T après suppression de la graisse, qui fait évoquer un tératome mature au sein duquel nous avons une portion charnue qui est également rehaussée. Il s'agit en fait du nodule de Rokitansky qui ne doit pas être considéré comme étant une portion tissulaire. Devant des portions tissulaires, il est indispensable d'évaluer leur vascularisation. Et à l'échographie, nous avons le groupe IOTA qui nous permet de distinguer 4 grades croissants allant du grade 1 où nous n'avons pas de vascularisation au grade 4 où la vascularisation est très importante. Et à l'IRM, la vascularisation est évaluée grâce aux courbes dynamiques de rehaussement et cela se fait de façon comparative au rehaussement du myomètre. Nous distinguons ainsi la courbe de type 1 où nous avons un rehaussement lent et progressif, faible par rapport à celui du myomètre ici représenté, en haut plutôt. Puis nous avons les courbes de type 3 qui présentent un rehaussement précoce. On note le décalage par rapport au rehaussement du myomètre. Et ensuite, nous avons les courbes de type 2 qui ont un rehaussement intermédiaire. Donc, que nous dit la classification ORATS? Pour l'ORATS échographique, l'ORATS 1 désigne les ovaires normaux ainsi que les situations physiologiques, c'est-à-dire la présence d'un follicule ou d'un corps jaune. Quant à l'ORATS 2, il désigne les kystes simples purs ou impurs, les kystes hémorragiques, les kystes dermoïdes, les kystes endométriosiques, mais de taille inférieure à 10 cm. Toujours dans ce ORATS 2, on retrouve des lésions annexielles mais extra-ovariennes, à savoir les kystes para-ovariens, les kystes péritonéaux, les hydrosalpinx, peu importe leur taille. Pour l'ORATS 3, nous avons les kystes uniloculaires, pour ne pas dire les kystes précédemment décrits, les lésions bénignes précédemment décrites, mais de plus de 10 cm, qu'ils soient kystiques purs, des kystes hémorragiques, auxquels on ajoute aussi les kystes multiloculaires de moins de 10 cm, avec un score flow allant de 1 à 3, et enfin les masses solides avec un score flow à 1. Pour l'ORATS 4, nous avons les kystes uniloculaires avec des végétations, mais moins de 3 végétations. Les kystes multiloculaires, soit de plus de 10 cm, ou avec une portion solide, ou encore des kystes multiloculaires avec des cloisons irrégulières. Toujours dans cette catégorie 4, nous avons les masses solides avec un score flow de 2 à 3. Ensuite, nous passons à l'ORATS 5 échographique qui désigne les kystes uniloculaires avec plus de 4 végétations, les kystes multiloculaires avec une composante tissulaire et un score flow allant de 3 à 4, les tumeurs solides avec un score flow de 4, et aussi les tumeurs solides présentant des contours irréguliers ou lorsque nous retrouvons une acide et des nodules péritonéaux associés. Donc en résumé, nous avons l'ORATS 1 qui désigne les situations normales, l'ovaire, le follicule ou le corps jaune. L'ORATS 2 désigne des lésions bénignes de taille de moins de 10 cm
auquel on associe des lésions extra-ovariennes. L'ORAS 3, lorsque ces lésions bénignes initialement décrites ont une taille supérieure à 10 cm, auquel on associe les kystes multiloculaires de moins de 10 cm avec un score flow de 1 à 3 et les masses solides avec un score flow à 1. Quant à l'ORAS 4, ça désigne les kystes uniloculaires renfermant moins de 3 végétations ou un nodule mural. Les kystes multiloculaires de plus de 10 cm, un score flow à 4 ou avec des septa irréguliers. Et enfin, nous avons les l'ORAS 5 qui désigne la présence d'acides de nodules péritonéaux, les kystes uniloculaires avec plus de 4 végétations, les lésions kystiques avec une portion tissulaire bien vascularisée, c'est-à-dire un score flow de 3 à 4, et enfin les masses solides avec un fort flow à 4. Donc à l'IRM, c'est presque similaire, où nous avons l'ORAS 1 qui désigne les situations physiologiques normales. À l'ORAS 2, on supprime le critère taille et ça désigne les kystes uniloculaires avec une composante purement liquidienne ou encore les kystes impurs mais sans rehaussement de paroi. On a aussi les kystes uniloculaires avec une paroi rehaussée, mais lorsque la composante est exclusivement liquidienne pure. À cela, on associe les kystes endométriosiques, les lésions comportant une composante graisseuse qui désigne les tératomes matures lorsque cette composante graisseuse est majoritaire, les lésions d'arc-2, d'arc-diffusion qui traduisent des lésions fibreuses, et enfin nous avons les trompes de Fallot dilatées, les lésions para-ovariennes. L'ORAS 3, quant à lui, désigne les lésions uniloculaires avec une paroi rehaussée, mais une composante qui est impure, c'est-à-dire qui n'est pas liquidienne pure. Les lésions multiloculaires, peu importe la nature de la nature kystique de cette composante. Et ensuite, nous avons les lésions solides, excluant les lésions d'arc tidou et d'arc diffusion. Sur cet exemple, nous avons une masse ovarienne droite, un hyposignal T2, mais présentant un hypersignal diffusion et une courbe de rehaussement de type 1. Il s'agit en ce moment certes d'une tumeur fibreuse, mais du fait de l'aspect en hypersignal diffusion, on ne peut la classer ORAS 2 et ça devient un ORAS 3. L'ORAS 4 et 5, nous avons pour l'ORAS 4 les lésions tissulaires avec une courbe de rehaussement de type 2. Et pour l'ORAS 5, nous avons les lésions avec une courbe de type 3, les masses solides de contour irrégulier et lorsque à cela on associe des métastases péritonéales. Donc, pour la caractérisation de ces masses ovariennes, je vous propose les étapes suivantes. Premièrement, s'assurer de l'origine ovarienne ou extra-ovarienne de la masse. Ensuite, évaluer le risque de malignité. Et enfin, approcher le diagnostic histologique. Donc, pour confirmer l'origine ovarienne ou non, nous avons à notre disposition différents outils. Premièrement, est-ce que nous parvenons à visualiser les ovaires? Dans certaines situations, nous avons un ovaire qui est normal et de l'autre côté, nous ne retrouvons pas le second ovaire et à la place, nous avons plutôt une masse. C'est ce que nous appelons le signe de l'ovaire fantôme. C'est fortement évocateur d'une masse ovarienne. Ensuite, nous avons le signe de l'éperon qui est en fait un croissant qui scalope d'une certaine façon la masse. Et enfin, nous pouvons suivre le pédicule ovarien, d'où l'intérêt des axiales T2 qui remontent jusqu'au îles rénaux. Ce pédicule il est situé en avant du psoas et descend le long du psoas et rejoint les ovaires. La deuxième étape consiste à évaluer le risque de malignité. Et à l'échographie, nous devons nous efforcer de déterminer les caractéristiques de la lésion, c'est-à-dire sa structure, rechercher les composantes tissulaires et leur vascularisation. Et au terme de cette étape, nous serons face à un des tableaux suivants. Soit il s'agit d'une masse kystique pure ou impure, une masse kystique multiloculée, une masse complète, c'est-à-dire avec des végétations, un nodule mural, ou une masse majoritairement solide. Et au terme de cette analyse, le score ORAS sera attribué et cela indiquera ou non la réalisation d'une IRM.
À l'IRM, le cheminement il est grossièrement identique, avec cependant quelques spécificités. J'entends par là désigner la reconnaissance à l'aide des séquences morphologiques. Les lésions qui sont purement bénignes, il s'agit des kystes simples, purs ou impurs, avec une portion solide non rehaussée. Les lésions qui présentent des parois qui ne sont pas rehaussées, elles sont typiquement bénignes. Les endométriomes, les masses à composantes graisseuses majoritaires et les lésions en hyposignal T2 et diffusion qui sont des lésions fibreuses. Ensuite, il faut identifier tout ce qu'il y a comme portion tissulaire ainsi que son type de rehaussement. Et enfin, rechercher les implants péritonéaux. Donc, pour déterminer le score ORATS, IRM, je vous propose cet algorithme où devant une masse annexielle, on peut déjà rechercher les implants péritonéaux. Leur présence traduit un ORATS 5. Et lorsqu'il n'y a pas d'implants péritonéaux, on recherche s'il y a oui ou non une portion tissulaire. En l'absence de portion tissulaire, nous sommes déjà devant un ORATS 3 au maximum. Et cela, ORATS 2 ou ORATS 3 sera fonction de la présence ou non de cloison ainsi que le contenu liquidien pur ou impur du kyste. Et lorsque nous avons une portion tissulaire, la caractéristique de cette portion à la diffusion importe. Lorsqu'elle a un hyposignal T2 et diffusion, nous sommes à un ORATS 2. Et lorsqu'elle n'est pas un hyposignal T2 et diffusion, nous avons soit un ORATS 1, 3 lorsque la courbe de rehaussement est de type 1, un ORATS 4 lorsque la courbe est de type 2 et un ORATS 5 lorsque la courbe est de type 3. Donc, la dernière étape de cette analyse consiste à approcher le diagnostic histologique. Cela nécessite en fait une connaissance des caractéristiques radiologiques des différents types histologiques. Initialement, cette partie était prévue pour un second cours. Seulement, ce n'est pas faute d'essayer, les données anatomopathologiques n'ont pas pu être retrouvées. Du coup, la réalisation d'une corrélation était difficile. Néanmoins, j'ai essayé de proposer quelques cas que nous allons tenter de décortiquer. Et en premier, nous avons une femme de 36 ans, chez qui une IRM pelvienne a été réalisée pour la caractérisation de masse ovarienne bilatérale retrouvée à l'échographie. Un volontaire pour tenter de les décrire. Une masse bilatérale, deux masses latéro-utérines bilatérales, avec une composante majoritairement en hyper-T1, hyper-T2 et avec chute du signal je suppose que c'est la séquence FATSAT. Oui. Donc c'est une composante graisseuse majoritaire, elle a l'air multiloculaire, dans quelques parois, et une portion solide qui est peu rehaussée, qui correspond justement au fameux module de redensité. Donc je crois que le premier diagnostic ici, ce sont des tératomes matures qui peuvent être bilatéraux dans certains cas. Exactement, il s'agit d'un tératome mature bilatéral, dont la lésion elle est classée ORATS 2. Et ici, le risque est de méconnaître en fait un tératome immature. Et dans cette condition, nous avons la composante tissulaire qui devient majoritaire avec la composante graisseuse qui a tendance à diminuer. Et lorsque nous avons une situation de ce genre, la lésion elle passe de l'ORATS 2 à l'ORATS 4. Le deuxième cas, c'est une patiente de 40 ans, chez qui une IRM pelvienne a été réalisée pour la caractérisation d'une masse kystique à l'échographie. Une autre personne? Non, ok. Donc ici, nous avons une masse kystique multiloculée avec un hypersignal T2 qu'on ne retrouve plus à la séquence T1. On peut observer au niveau de l'injection que les parois sont rehaussées, mais il n'y avait pas de portion tissulaire, c'est-à-dire des parois irrégulières ou un nodule mural ou des végétations au sein de cette masse. Donc le diagnostic ici le plus probable, il s'agit d'un cystadénome mucineux et la lésion elle est classée ORATS 3. Donc le cystadénome mucineux, c'est une tumeur épithéliale et avec le cystadénome séreux sont les tumeurs épithéliales les plus fréquemment rencontrées. Et dans ce genre de tumeurs, elles peuvent être soit bénignes, soit borderline ou carrément être malignes. Et pour distinguer ces différents items à l'imagerie, c'est la recherche en fait de signes de suspicion de malignité qui seront les végétations,
ainsi que les autres portions tissulaires qui présentent une courbe de rehaussement de type 3. Donc, le troisième cas, c'est pour une femme de 56 ans qui présente des douleurs pelviennes et l'échographie évoquait une masse annexielle indéterminée. Une autre personne, Amine, non? Il s'agit d'une masse pelvienne bien limitée, de contour irrégulier, majoritairement tissulaire, renfermant des portions kystiques en hyperténin hypo T2 et rehaussée de façon hétérogène après injection de produits de contraste et sans signification sur les séquences diffusion. La séquence diffusion qui va plus haute. Elle est plus haute. Oui, elle est plus haute. Des nodules péritonéaux. Exactement. Des implants péritonéaux en faveur des carcinoses. Donc la lésion, elle est d'emblée classée ORAT 5. Donc ici, nous avons en fait une courbe de rehaussement de type 2 qui aurait pu nous pousser à classer la lésion ORAT 4, mais en remontant avec une axiale diffusion au niveau du péritoine, on retrouvait ces implants péritonéaux qui nous faisaient suspecter une carcinose, faisant passer ainsi le patient en ORAT 5. Et enfin, nous avons le dernier, qui est une patiente de 60 ans, hypertendue sous traitement, G0P0, qui présente des douleurs pelviennes avec des métrorragies. Donc ici, nous avons une masse tissulaire majoritairement, un hyposignal T2, un hypersignal diffusion, rehaussé selon une courbe de type 2 sur la séquence dynamique. On ne retrouvait pas d'implants péritonéaux et il n'y avait pas non plus d'acide. Quel scat ORAT allons-nous donner à ce patient? C'est des drossacotes, Avec des contours. de contours isolés. J'entends ORAT 4. Effectivement, l'ORAT 4 aurait été retenu si les contours de la lésion étaient irréguliers. Par contre, avec des contours irréguliers, même si la courbe de rehaussement est de type 1, nous sommes tenus de passer en ORAT 5. Il s'agissait en fait d'une des limites de l'algorithme qui a été proposé par le GID. Les contours n'avaient pas été mentionnés. Donc c'est une particularité qu'il faudrait retenir. Donc en conclusion, la découverte d'une masse annexielle est courante. Quoi qu'elle soit majoritairement bénigne, il faut savoir les caractériser afin de guider la stratégie thérapeutique optimale et éviter des chirurgies à des patients qui n'en ont pas besoin et préconiser la surveillance là où il faut. L'IRM et l'échographie demeurent jusqu'à présent le duo pour la caractérisation de ces lésions. Merci pour votre attention.